Merci d'être présent. Je voudrais effectivement profiter pour dire quelques mots. Peut-être d'abord m'excuser, je suis à distance. Ainsi vont les aléas de la vie. Je pourrais être très très malheureuse, mais je dois quand même vous dire que je suis dans mon pays natif et natal, donc je m'ennuie pas complètement trop non plus. Puis maintenant, la technologie permet de faire des affaires de partout où on est dans le monde, y compris être avec vous pour ce démarrage de l'ACFAS. Donc je trouve que c'est juste le meilleur des mondes. Avant que j'oublie, et puis probablement parce que après ça, j'aurais pas forcément l'occasion de le faire, je voulais remercier celles et ceux qui ont rendu cette matinée possible, ce programme possible. J'allais dire mes chers collègues, confrères, collaborateurs, complices, et vous les avez rencontrés, ils vous ont salué. C'est Cécile Petitgand, notre conseillère aux données maintenant pour les FRQ depuis plus de 3 ans, je pense, et Maxime Dumais, responsable de programme pour l'Oncopole. Puis, non pas que je souhaite vous marier, Maxime et Cécile, loin de moi s'en faut, mais vous êtes un excellent Là. mariage professionnel parce que je trouve que cette matinée est vraiment très bien montée. Donc, un très, très grand merci pour avoir imaginé ce programme, le concours qui est lié au programme qui va permettre de souligner l'excellence de travaux d'étudiants. Il y a ceux qui sont soulignés, il y a tous les excellents étudiants qui ont proposé des infographies dont on reparlera dans la matinée, mais je voulais profiter pour souligner le travail de tout le monde et remercier tout le monde. Et pour toutes celles et ceux que j'oublie, je m'en excuse. Merci aux conférenciers, aux conférencières que vous allez entendre tout au long de la matinée. C'est sûr qu'on ne peut pas parler du sujet dont on parle maintenant depuis 3 ans sans avoir un œil expert. Et la diversité des profils qui vont arriver et intervenir dans cette matinée montre bien que le sujet qu'on met sur la table, et je le répète depuis 3 ans maintenant, est un sujet qui appartient à tous et chacune d'entre nous, quels que soient nos champs d'expertise. Et c'est très important que ces champs d'expertise puissent se rejoindre à des moments comme celui-ci. Je me demande toujours à l'ACFAS si c'est important, pas important de proposer un événement. On s'est questionné sur l'urgence ou l'importance de continuer à parler d'acceptabilité sociale ou d'engagement citoyen en ce qui concerne les données de santé. Je dois être complètement honnête. Une partie de ce questionnement vient toujours de quelle est vraiment la cible qu'on atteint, comment est-ce que le message se porte. Je suis contente que ce soit enregistré parce que je me dis que ça fera des petits ensuite. Et il est extrêmement nécessaire que la diversité des propos puisse se rejoindre dans un événement comme celui-ci. Et rien que ça me rend à la fois optimiste et m'encourage à poursuivre. Alors, j'ai dit troisième édition parce que oui, c'est la troisième année consécutive qu'on essaye de parler de mobilisation responsable des données de santé et non pas en parlant d'un portail administratif d'accès aux données, non pas en parlant de principe FAIR et pourtant en parlant à la fois d'accessibilité et à la fois de principe FAIR parce que ce qui nous importe, ce qui nous motive dans la conversation qu'on a depuis maintenant ces 3 ans, c'est le point de vue du citoyen, le point de vue de la citoyenne. Et je parle vraiment d'une conversation parce que, et c'est comme ça qu'on a essayé de construire l'événement, c'est de se dire comment est-ce qu'on progresse d'année en année dans notre conversation? Est-ce qu'on fait des gains? Est-ce qu'on fait des reculs? Il y a trois verbes qui, généralement, moi, m'aident à articuler, à avancer quand on parle d'acceptabilité et ou d'engagement. Puis les deux noms communs, je suis incapable de les choisir aujourd'hui, mais les trois verbes qui me viennent à l'esprit, c'est informer, former et engager. Et en fait, quand on regarde ces trois verbes-là, ben, on s'aperçoit que il nécessite une connexion entre le producteur et l'utilisateur des données.
Et en fait, c'est intéressant de se demander qui est le producteur, puis qui est l'utilisateur. Et je dirais que dépendamment des étapes de notre vie ou dépendamment de la posture que l'on prend, on va être à la fois producteur. Nous sommes tous des producteurs de données de santé. On voit tous à un moment donné un professionnel de santé et on génère ainsi de la donnée. Et j'allais dire que nous sommes tous également des utilisateurs de la donnée de santé. Il n'y a pas que le monde de la recherche, de l'innovation, du gestionnaire de santé qu'en est un utilisateur. Comme citoyen, citoyenne, on en est aussi. Donc, former, informer, former, engager, mais en comprenant qu'on est dans un dialogue producteur-utilisateur dans lequel on joue une fois l'un le rôle, une fois l'autre le rôle. C'est un petit peu ce qui nous anime. Alors, pendant longtemps, on a eu cette conversation d'un point de vue relativement théorique, d'un point de vue relativement conceptuel, d'un point de vue relativement académique, puisqu'on a essayé d'apporter, que la façon dont on a essayé de contribuer cette année à la conversation, c'est en adoptant une position peut-être qu'on a essayé d'être plus pragmatique. Et comment avoir une position pragmatique? Ben, c'est en s'appuyant en fait sur une initiative comme Oncopole, où très tôt, et ça exclut la personne qui vous parle, on a en fait imaginé des programmes, dont notre programme Chouchou Priorité Patient, qui justement crée de l'interaction entre citoyens, patients, proches aidants et milieu de la recherche pour répondre au mieux aux besoins, aux questionnements et aux nécessités des patients et des proches aidants. Donc, aller chercher Oncopole et ce savoir-faire dans, encore une fois, je vais le redire, ce dialogue nous paraissait intéressant et nous permettait d'avoir peut-être une conversation qui s'ancre dans la réalité de façon intéressante. L'autre façon intéressante de s'ancrer dans la réalité, et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers le concours qu'on a proposé aux étudiants et aux étudiantes, d'imaginer une infographie pour parler de santé en fait, au grand public. Ben, ce concours, en fait, visait à justement essayer de voir de façon concrète à quoi ça ressemble de parler de santé et puis, c'est sûr qu'il y a les lauréats du concours, mais il y a aussi toutes celles et tous ceux et toutes les infographies qui ont été élaborées, qui ont été conçues. Et ça va être intéressant, peut-être pas aujourd'hui dans la matinée, mais plus tard, que tous et chacun, on les regarde, puis qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on apprend à travers ces infographies? Donc, c'est une autre façon également de créer du relais entre nous. Alors, avant de conclure cette très courte introduction, puis avant de présenter Frédéric, que je pense qu'on n'a plus besoin de présenter depuis la fameuse commission fédérale qui s'intéressait à l'organisation de la recherche, mais quand même, on va le faire proprement. Frédéric, promis, je vais te présenter. Ce serait difficile pour moi de ne pas contextualiser l'importance des travaux et de discussions comme aujourd'hui et de le contextualiser avec quelque chose d'un petit peu plus macro et qui est l'extrême urgence et l'extrême importance qu'on a de constater en fait ou de comprendre que la durabilité de nos systèmes de santé est incroyablement questionnée. Je pourrais dire qu'elle est dans un certain danger et que on ne pourra pas arriver à une réelle transformation de nos approches de santé si on n'est pas capable de mieux mobiliser et de continuer à générer des données probantes. Et c'est certainement un cheval de bataille sur lequel moi j'aurais envie d'insister et générer des données probantes et utiliser des données probantes pour créer des nouveaux corridors de services qui vont être bien au-delà de nos systèmes de santé ne peut pas se faire si on n'est pas capable justement d'avoir l'engagement citoyen dont on va parler aujourd'hui. Donc ça dépasse largement la question de mobiliser la donnée de santé. Il y a quelque chose de plus grand, de plus complexe, d'extrêmement ambitieux et d'extrêmement
urgent qui s'appelle la durabilité de nos systèmes de santé, quels que soient les systèmes de santé d'ailleurs, ça n'appartient certainement pas qu'au Québec. Alors, pourquoi et pourquoi l'importance de tout ceci? C'est parce que, et ça je l'ai dit à un moment donné, mais c'est facile pour tout le monde de parler d'accès aux données, c'est facile pour tout le monde de parler de responsabilité, c'est facile pour tout le monde de parler de protection des données, mais tout et chacun, incluant les décideurs, on a tendance à le faire en vase clos. On a tendance à très peu le faire dans un mode de conversation et d'information. Puis je pense que c'est ce qu'on essaye de faire différemment aujourd'hui. Donc ça, c'était pour les mots d'introduction. Sans plus tarder, puis je pense que c'est pas forcément moi que vous vouliez entendre, je voudrais accueillir Frédéric Bouchard. Alors Frédéric fait partie de nos fidèles. Je pense qu'il était là à la conversation 1 et chaque fois qu'on le sollicite, il répond encore présent. Donc merci, vraiment merci pour ça et c'est un merci vraiment chaleureux et sincère. Alors, s'il y a encore des gens dans la salle qui ne connaissent pas Frédéric, laissez-moi vous rappeler qu'il est doyen de la Faculté des Arts et des Sciences à l'Université de Montréal, professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal. Je l'ai dit, très connu maintenant, un nom qui nous est familier puisqu'il a été le président du comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche, rapport qui porte ses fruits comme on l'a vu dernièrement, notamment avec l'annonce du budget. Mais si on t'invite, Frédéric, dans une matinée comme aujourd'hui, et si on est intéressé par tous les Frédéric Bouchard que je viens de nommer, celui pour lequel j'ai une affection, si je peux m'exprimer comme ça, encore plus développée, c'est le Frédéric Bouchard, philosophe des sciences, hein, celui qui à chaque fois vient un petit peu chercher nos idées, les brasser, les challenger. Donc, Frédéric, comme philosophe, développe des travaux de recherche très interdisciplinaires qui vont porter sur les fondements théoriques de la biologie évolutionnaire et de l'écologie, ainsi que sur les rapports entre sciences et société. Et je le lui dis à chaque fois, mais je reste aujourd'hui impressionnée de comment, à partir d'une organisation cellulaire, on est capable de penser l'organisation de notre société, un grand écart qui n'en était pas un si grand. Alors, Frédéric, je te laisse la parole. Tu prends le temps que tu veux pour nous entretenir sur ce mécanisme de confiance. Qu'est-ce qu'on doit penser? Comment est-ce que tu penses qu'il évolue en termes de mobilisation des données? Et puis, quand tu veux t'arrêter, ça nous fera plaisir d'avoir un petit dialogue avec toi. Merci, Frédéric. Merci, Carole. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Carole, tu m'entends bien? Moi, je t'entends parfaitement. Parfait. Et désolé, là, pour ceux qui sont en Zoom, là, on hésite à essayer de zoomer parce que ça risque de casser la machine. Donc, on va laisser comme ça. Donc, plutôt que de regarder l'écran, fermez les yeux et faites comme si c'était la radio. Je pense que ça va être plus reposant. Donc, écoutez, je vais approfondir des réflexions que j'ai déjà amorcées lors des dernières participations à ces échanges. Et je dois dire que pour moi, je le dis à Carole, puis je le dis aux collègues des fonds de recherche. Si le fonds de recherche demande un coup de main, il faut des raisons très sérieuses de dire non. Donc, quand il m'invite, la réponse par défaut, c'est oui. Puis là, ensuite, je regarde si c'était un oui raisonnable. Mais donc, ça, je dirais que c'est la condition préalable. Mais je dois dire que ce que j'apprécie, c'est que moi, ça m'aide à raffiner ma propre pensée sur la question de la confiance envers les experts. Et ça a suscité des questions pour moi. En me préparant aujourd'hui, en fait, j'ai une prescription. Donc, il y a des choses, si vous avez participé aux autres ateliers, aux autres discussions, il va y avoir certaines redites, parce que ça me permet là, de creuser le sillon un peu plus profondément. Mais je vous garantis qu'il y a du nouveau, parce que c'était nouveau pour moi hier soir. D'accord? Et donc, je m'intéresse beaucoup à la confiance envers les experts de manière large.
Ici, experts, je fais référence aux experts scientifiques. Ce ne sont pas les seuls experts, c'est juste la classe d'experts dont je vais parler aujourd'hui. Il y a d'autres types d'experts. Si vous êtes un fan de Star Trek, bien, il y a des conventions Trekkie et il va y avoir des gens qui sont des experts. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés à l'université qu'ils sont experts, d'accord? C'est qu'ils ont développé une connaissance. Ici, je parle des experts, disons, scientifiques, la plupart du temps universitaires, quoique ils ne sont pas juste en université. Et c'est un enjeu important, et je vais y aller rapidement. C'est quelque chose qui a été étudié dans plusieurs pays, la confiance envers les experts. Et c'est quelque chose d'assez robuste et d'élevé partout en Occident, d'accord? Et donc, là, ici, les enquêtes, je dirais, diffèrent, mais en gros, les experts scientifiques, de manière large, sont les personnes dans la société qui sont le plus dignes. Puis là, ici, comment on le décrit, là, confiance, c'est peut-être pas le meilleur terme parce qu'on fait plus confiance à ses parents qu'à des experts scientifiques, mais disons de déférence épistémique. Donc, s'il y a une connaissance, si moi j'ai besoin de connaissance de quelqu'un, les experts scientifiques sont jugés comme étant ceux qui c'est le plus, disons, raisonnable d'écouter. Ça, c'est assez robuste depuis les 40 dernières années. Pour la première fois, on voit une certaine volatilité de cette confiance-là depuis la COVID. Et ça, je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Je vais peut-être la garder pendant la discussion là, parce que ça occuperait toute la discussion, puis je ne veux pas accaparer les quelques minutes comme ça. Mais en gros, la version très brève, c'est que parmi les groupes qui ont vu une plus grande baisse de confiance dans les 40 dernières années, il y a les politiciens et il y a les journalistes. Les journalistes de manière beaucoup moins marquée que les politiciens, là, comme déclin, mais c'est un déclin réel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la COVID? Bien, les experts scientifiques étaient tout le temps avec des journalistes et tout le temps avec des politiciens. Donc, comme hypothèse, on pourrait penser que, je dirais que notre crédibilité par association a été effritée. Je ne dis pas que c'était une erreur, c'était peut-être la seule manière de motiver des changements de comportement ou l'adhésion à des politiques. Donc, ce n'est pas un reproche, mais il faut constater qu'une des conséquences est que ça semble avoir affecté la confiance envers les experts. On reste encore, je dis on, là, comme si on se comprend, mais c'est encore le groupe le plus élevé, mais il semble y avoir, peut-être pas une cassure, mais une volatilité qui n'était pas là auparavant. C'est important de s'en rappeler. Donc, quand on s'intéresse à la confiance, d'un point de vue philosophique, je dirais qu'il y a 2 grandes approches pour essayer de comprendre le phénomène de la confiance envers les experts. Il y a les approches que je dirais institutionnelles, puis il y a les approches individuelles. Les approches institutionnelles, c'est la version brève, c'est quand vous regardez les nouvelles, si c'est encore quelqu'un qui fait ça, là, je ne sais pas, mais il est marqué, il y a un petit bandeau, là, il est marqué, on entend quelqu'un parler, puis là, il y a un bandeau qui est marqué professeur de géographie à l'Université de Montréal. Donc, il est marqué Université de Montréal, on sait que c'est un gage de qualité. Là, totalement. En tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que là c'est une crédibilité, j'ai envie de dire, par proxy institutionnel. C'est que professeur est garant de quelque chose, université est garant de quelque chose, même si on ne connaît pas l'individu, on a, je dirais, des mécanismes indirects de présumer que cette personne est digne d'écoute. Parenthèse, là, les enquêtes par rapport à la confiance envers les experts, une chose qui est importante, c'est que même si les experts très haute confiance, en fait, ça c'est surtout aux États-Unis que ça a été analysé en profondeur, mais on ne souhaite pas que ce soit les experts qui décident ce qui va arriver. D'accord? Donc, il faut distinguer, on veut qu'ils soient entendus, mais on ne veut pas que ce soit eux qui prennent la décision. D'accord? Donc, ça, je le mets en parenthèse. Donc, ici, on a, disons, donc 2 mécanismes de confiance. La confiance institutionnelle, où là, c'est des proxys. Puis là, tous les prix, les désignations institutionnelles, les affiliations donnent, je dirais, de la crédibilité, mais qui, en fait, qui est générée par des institutions et qui est portée par des individus. Ça, je dirais, c'est le mécanisme le plus large de confiance envers les experts parce que ça nous permet d'interagir avec des experts qu'on ne connaît pas. En santé, ce n'est pas l'approche
généralement envers la confiance, c'est une confiance individuelle. Donc, on fait confiance à son médecin ou à son infirmière ou à la personne qui nous accompagne dans notre démarche de santé. Et là, c'est une confiance individuelle. À la limite, votre médecin, il y a des bonnes chances que vous n'ayez aucune idée où cette personne a étudié. D'accord? Même chose avec les infirmières, même chose. Donc là, c'est comment cette personne-là vous traite et est-ce que cette interaction-là se traduit par une amélioration de vos circonstances? Mais c'est une confiance qui est beaucoup plus proche, je dirais, je ne vais pas dire de l'amitié, mais c'est une confiance morale. C'est que je fais confiance que cette personne veut mon bien. C'est très difficile de croire que les institutions veulent notre bien. Ce n'est pas impossible. Mais comprenez le niveau d'abstraction requis. Alors qu'un individu, mais tu le vois, là, si la dernière fois qu'il t'a parlé, tu t'en sors mieux, ou minimalement que la personne semble triste que ça n'aille pas bien, il y a un lien de confiance qui ressemble beaucoup plus à nos liens de confiance interpersonnels. Ce qui est difficile pour la recherche en santé, c'est que la recherche est institutionnelle, mais que le consentement est souvent demandé de manière individuelle. Donc, qui me demande mon consentement? Ça devient très important par rapport à l'accès à mes données, par exemple. Et là, ici, il y a un défi épistémologique de comment on bâtit la confiance pour participer à des recherches. C'est pour ça que l'approche patient-partenaire a été si puissante, parce qu'elle se basait sur une relation de confiance thérapeutique et devenait, je dirais, se transposait sur de la recherche. Et donc là, ici, ça nous amène donc pour la confiance, ça soulève des grandes questions parce que pour les données en santé en particulier, mais je dirais pour la confiance envers les résultats de la recherche en général. Parce qu'on a des mécanismes de confiance qui ne sont pas les mêmes selon le type d'expertise dont on a besoin. S'ajoute à ça, puis je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est hyper important, qu'il y a plusieurs populations envers qui il n'y a aucune confiance institutionnelle parce que les institutions les ont maltraités et que la confiance individuelle est difficile à établir. Ça, si vous voulez, moi, ça me ferait plaisir de revenir sur la question de la diversité. Pourquoi il faut plus de diversité dans les communautés scientifiques, mais aussi dans les communautés de soins? C'est en grande partie parce qu'il y a des questions épistémologiques au-delà des questions politiques et de justice sociale. D'accord? Mais il faut, pour bâtir et pour maintenir des liens de confiance, bien, en santé en particulier, il faut une crédibilité, j'ai envie de dire morale, pas juste une crédibilité d'expertise. Et il y a plusieurs communautés qui, avec raison, se méfient du système de manière tout à fait raisonnable parce que le passé ne leur a pas donné des bonnes bases d'inférence que ça allait bien se passer. Donc, on arrive à quelques points de bifurcation. Je parle vite parce que j'ai comme plein de choses que j'essaie de messages que j'essaie de passer ce matin. Donc, pour la santé, il y a des enjeux ensuite technologiques qui se rajoutent à ça. En ce moment, nous sommes entraînés à faire plus confiance à des machines qu'à des êtres humains. Là, je vais le dire de manière caricaturale, là, mais un chauffeur de taxi expérimenté vous dit, écoutez, je connais un raccourci. Bien, il y a de plus en plus de monde qui va dire, écoute, Google Maps me dit que tu ne devrais pas aller là. Et on fait plus confiance à Google Maps qu'au chauffeur de taxi, à tort ou à raison. Mais ça, on s'entraîne chaque jour à, je dirais, déférer à des boîtes noires plutôt que de déférer à des êtres humains. Ça, c'est indépendamment de la santé. Donc, à l'échelle très proximale, on fait plus confiance à nos proches. Mais là, je parle à des personnes avec qui on n'a pas des liens interpersonnels. Et on est en train de s'entraîner individuellement et collectivement à faire plus confiance à des résultats générés par des algorithmes privés. Je ne vais pas tomber dans la théorie du complot, là, mais c'est des compagnies qui génèrent ces résultats-là. Et on en parlait entre nous avant la conférence, puis de toute façon, ça va être approfondi plus tard. Mais on a une confirmation plusieurs fois par jour que ces algorithmes marchent bien. Pas parfaitement, pas nécessairement dans mon intérêt, mais qui fonctionnent bien. C'est drôle, hein, mais quand je cherche une chanson, je la mets sur Spotify, il me sort quelque chose d'intéressant. Ça marche. D'accord? Donc, on a cette confirmation-là que les algorithmes sont efficaces
Et les êtres humains, on se concentre sur leur imperfection. Donc, prenez n'importe quel journal, qu'est-ce qu'on souligne? On souligne, on ne parle pas des fois, quand on est chanceux, on a des portraits d'êtres humains inspirants, mais les médias sociaux, qu'est-ce qu'ils nous communiquent? Ils nous communiquent les défaillances humaines. Et donc, on est en train j'ai envie de dire, de s'entraîner à perdre notre affection, mais surtout notre émerveillement devant l'imperfection humaine, OK, dans toute sa quête de perfectibilité. Et inversement, on s'habitue, on s'entraîne, on recherche, je dirais, l'efficacité algorithmique. Ça va avoir des effets sur la confiance. Premier effet, c'est qu'il va y avoir là, je vais parler de bifurcation. Il y a une bifurcation croissante dans comment on va nos attentes envers la personnalisation versus l'uniformisation. Le privé, je dirais beaucoup de méthodes algorithmiques, une de leurs grandes puissances, c'est la personnalisation. Ils personnalisent de plus en plus l'interaction et les résultats en fonction de notre passé, nos besoins, nos attentes. Inversement, les gouvernements, historiquement, fonctionnent par uniformisation, pour contrôle de coûts et par équité. Donc, on va avoir on va être de plus en plus inconfortable avec comment le gouvernement interagit avec nous, parce que tout le reste de notre expérience va être de plus en plus uniformisé et le gouvernement, personnalisé, alors que le gouvernement, de plus en plus, les gouvernements, ce n'est pas un enjeu québécois, c'est partout, mais fonctionnent par uniformisation pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Il y a un horizon d'équité très fort, donc ça, c'est noble, mais ça fait qu'on ne personnalise pas les interactions avec le citoyen. Et ça va être de plus en plus fâchant parce qu'on va dire, écoutez, le gouvernement ne fonctionne pas. Il ne sait pas que je ne suis pas disponible le mardi. Alors que le privé va dire, écoutez, voulez-vous un rendez-vous mardi à 11h30? Et là, je ne parle pas de la santé, je parle en général. Je parle dans nos rapports. Et ça, c'est une grande bifurcation qui est en cours, qui n'est pas de fatalité, mais qui est en train d'être vécue. Donc, on a une bifurcation qu'on commence à s'entraîner à faire plus confiance aux machines qu'aux êtres humains. On a une bifurcation entre la personnalisation et l'uniformisation. Et l'autre, je dirais, une autre bifurcation, c'est pas tant une bifurcation, mais une autre tendance, c'est que pour des raisons légitimes, ce que le gouvernement communique, c'est qu'il ne fait pas confiance aux citoyens. Donc, nous allons avoir de la difficulté à faire confiance au gouvernement, mais de multiples manières, le gouvernement communique, puis encore une fois, ce n'est pas intentionnel, mais une logique de méfiance. Et que ce soit dans l'utilisation des fonds publics par des organisations, des enjeux de conformité, des enjeux. Et donc là, tout ça se retrouve pour l'accès des données en santé, parce que ce qu'on dit avec raison, c'est nous allons vous protéger contre les malveillants. D'accord? Donc, par rapport aux données en santé, c'est nous protégeons votre vie privée. D'accord? C'est important. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent utiliser vos données pour des mauvaises fins. C'est vrai. Mais le message suggère, d'une part, c'est une approche défensive, mais c'est une approche qui suggère que la méfiance par défaut est la meilleure approche de la part du gouvernement. Et ça a des conséquences pour les données en santé. Encore une fois, je ne dis pas que c'est erroné, mais c'est qu'est-ce qu'on communique comme culture. Ici, je vous dirais que moi, ce qui se raffine depuis les 3 dernières années, puisque ça n'existait pas il y a 3 ans, c'est il faut suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention. Puis ce n'est pas juste un effet de mode, là, mais les outils conversationnels, c'est quelque chose je dirais, de très profond, ChatGPT et autres, parce que ça va engourdir notre jugement. Donc, quand vous googlez quelque chose, vous voyez une liste de résultats, il y a quand même une partie de vous qui doit déterminer qu'est-ce qui est le résultat le plus pertinent. On est en train de transposer notre recherche vers des outils conversationnels
la première réponse qu'il va nous donner va être satisfaisante. Va être bonne. Et donc, on va de plus en plus dépendre de la première réponse qu'il va nous donner, alors que Google, minimalement, vous regardez la première page. Vous regardez un petit peu, puis là, tu dis, bon, je cherche une recette de biscuits chocolate chip. Google, recette de biscuits chocolate chip, je vois une liste de résultats. Et là, je peux présumer que la recette Betty Crocker, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais je présume qu'il y a un intérêt caché. D'accord? Alors que là, je vois une autre liste de recettes, puis là, je dis le cercle des parents de l'école machin. Ah, tiens, regarde. Donc, on utilisait notre jugement pour évaluer les résultats de recherche. Avec un outil conversationnel, quelle est la meilleure recette de biscuits chocolate chip? Hey, Betty Crocker, tu n'as pas idée. Okay? Bien, ça, à un moment donné, là, tu vas la faire. Là, hey, ils sont bons. Confirmation encore que l'outil a raison. Et donc, les outils conversationnels accélèrent la personnalisation, accélèrent la confiance envers les machines plutôt que les êtres humains, mais émoussent notre jugement et notre pensée critique. Là, on peut dire, oui, on peut s'éduquer littératie numérique, tout ça, c'est vrai, mais à un moment donné, c'est très puissant, le confort pour faire un emprunt déraisonnable, le confort et l'indifférence. À un moment donné, c'est que ça fonctionne très bien et c'est confortable. Pourquoi je ferais autre chose? Et le gouvernement va être dans une tendance opposée, à moins de changements majeurs. En santé, qu'est-ce que ça veut dire? Patients partenaires, je le mets dans une classe à part. Les patients qui souffrent, qui ont un cancer, parce que eux, je dirais, il y a un intérêt très clair dans la collaboration. Donc là, moi, j'ai parlé de ceux qui ne sont pas malades, d'accord? Et qui n'ont pas de proches malades, ou du moins pas à ce moment-ci. Donc, la question pour le citoyen moyen, c'est pourquoi je devrais accepter de donner mes données? OK? Et on s'y prend mal parce qu'on dit oui, mais c'est pour aider la recherche, puis la recherche un jour va en bénéficier. Écoutez, Carole l'a mentionné, ça fait 2 ans que je travaille beaucoup, ça fait plusieurs années que je travaille pour, je dirais, souligner l'importance de la recherche puis d'en parler à des non-chercheurs. Mais disons, dans les 2 dernières années, je l'ai vu beaucoup, puis j'en ai parlé à beaucoup d'élus puis de fonctionnaires. Tout ça. La recherche, là, le monde aime ça, mais ils sont convaincus que Harvard va le faire puis qu'ils vont en bénéficier à un moment donné. Donc, la question, ce n'est pas d'être pour ou contre la recherche. La plupart du monde est pour la recherche. Ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi ça doit être fait ici. C'est ça qui est abstrait. Pourquoi nous devrions investir soit des ressources, soit des données, soit du temps pour la recherche? C'est là où la pédagogie est requise. Ce n'est pas sur la valeur de la recherche. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi une capacité de recherche nationale ou ne comprennent pas. Il y a plein de gens qui le comprennent, là. Mais la partie où il y a un écart, c'est oui, mais pourquoi c'est une priorité pour nous de le faire ici? Okay? Et c'est là que c'est difficile. Et donc, pour le citoyen moyen, là, on se retrouve pris parce que ce n'est pas la confiance individuelle qui fait le travail parce qu'on n'est pas dans une relation de soins. Puis la confiance institutionnelle, bien, elle est plus abstraite puis elle est plus difficile à motiver. Et donc là, j'arrive dans, je dirais peut-être pas mes prescriptions, mais des pistes de réflexion. Puis si vous me parlez dans 5 ans, je vais peut-être avoir complètement changé d'idée sur ces choses-là. Là c'est plus des intuitions, d'accord? Il faut, la question de base pour un citoyen, puis quand je dis pour un citoyen, soit qu'il donne ses données, soit qu'il soutient quand il y a un changement réglementaire ou législatif pour le faire. Okay? Donc, c'est soit un choix individuel où j'offre mon consentement, soit il entend parler que la RAMQ voudrait pouvoir faire X, Y avec des données. Dans les 2 cas, c'est pourquoi devrais-je me réjouir si je donne mes données à la science? Pourquoi devrais-je me réjouir de donner mes données à la science? C'est hyper abstrait. Et là, nous, comme chercheurs, trop longtemps, on a dit oui, mais c'est important, c'est comme ça qu'on trouve. Là, on parle de pénicilline, on va parler de Pasteur. Je veux dire, on va parler d'histoire de réussite. Et je pense que ce qu'on ne comprend pas, c'est que non, la personne est d'accord que tout ça, c'est bien. Ce qu'on n'a pas expliqué, c'est pourquoi elle devrait participer à ça. Parce qu'elle peut probablement en bénéficier sans les risques perçus ou réels qui sont associés à cette divulgation. Et donc,
Je pense que de dire pour la science, c'est pas suffisant. Surtout avec les tendances lourdes dont je parlais. Et là, il faut souligner, puis là, le terme est inélégant, mais je vais l'utiliser quand même, il faut adopter une approche transactionnelle. Donc, c'est quoi les gains pour les Québécois? Pas les gains pour la santé. C'est quoi les gains? Là, je dis les Québécois ou les Canadiens, ou si on est en France, je parlerais pour les Français. Mais pourquoi, qu'est-ce que ça change que ça se fasse ici avec nos données pour ma santé ou celle des enfants? Et ça doit être très concret. Ça ne peut pas être juste une aspiration. Peut-être envisager, ça c'est des changements plus lourds, que la recherche financée, d'accord, si on y participe, ou au moins si la recherche est financée, est-ce que ça nous donne un accès privilégié aux médicaments qui vont être générés? Patients partenaires dans le cancer, c'est ça. Là. Les tests cliniques, c'est ça la transaction en quelque sorte. Là, je ne parle pas pour les patients partenaires, je parle pour le citoyen moyen. Est-ce qu'on est capable d'exprimer qu'il y a des gains privilégiés à de l'expertise ou à des thérapies de participer à ce régime? Ou est-ce que, si on va plus, là je dirais c'est l'angle M3S, si on va l'angle MEI, bien, est-ce que le Québécois moyen a des dividendes de l'argent qui est généré? Donc là, on n'est pas dans la confiance, d'accord, parce que c'est une transaction, mais on est dans l'intérêt. Mais je soupçonne, puis c'est plate à dire, mais que pour un citoyen en santé qui n'a pas de raison de le faire, mais qui peut bénéficier de la recherche faite ailleurs, il faut adopter une approche, au moins une partie argumentaire qui soit plus transactionnelle pour qu'on puisse donner une explication pourquoi c'est bon pour moi de participer. Et donc, je dirais, là j'ai deux conclusions et demie liées à ça. Je soupçonne, de la même manière que acceptabilité, c'est trop défensif, puis on le sait, on comprend ce que ça veut dire, mais c'est trop défensif, de passer à engagement, c'est une bonne idée. Moi, je vous propose, là, c'est en début de journée, puis je suis déjà en train de dérailler un colloque, mais Carole me connaît assez, je vous dirais, s'il n'y avait pas de tabasco dans la soupe, qu'elle ne m'invite pas. Donc, je vais tout de suite mettre du tabasco. En fait, moi, je pense qu'il faut passer, on est passé de l'acceptabilité à l'engagement. Moi, je pense qu'il faut passer de l'engagement à l'ambition. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est aligner les ambitions. Là, je parle encore pour des gens qui ne sont pas malades. Pour les gens qui peuvent bénéficier rapidement ou directement d'une thérapie, je crois que c'est une autre discussion. Et ça fonctionne bien. D'ailleurs, c'est pour ça que les tests cliniques liés au cancer ont des taux d'acceptabilité qui sont nettement plus élevés que n'importe quel autre test clinique significatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'ambition citoyenne? Bien, ça veut dire qu'il faut aligner les ambitions individuelles et les ambitions collectives. Puis là, on parle de l'oncopole, mais ça pourrait être vrai dans d'autres sphères. Mais dire, il faut avoir des objectifs et des ambitions chiffrées. Donc, disons que le gouvernement disait, là, nous, on souhaite rendre accessibles les données en santé, voici le mécanisme, voici qu'on va le faire. Et notre objectif est d'augmenter l'espérance de vie au Québec dans les 5 prochaines années de 2 ans. Je lance un chiffre. Okay? Mais une ambition comme ça, qu'on comprend, d'accord? Juste donner un objectif collectif dont les individus peuvent bénéficier, mais que le gouvernement, c'est comme en fait, il y a plusieurs années, là, je vous lis mon histoire, là, je pense que c'était Carter, War on Cancer. En tout cas, mais c'est de dire à un moment donné, est-ce qu'on prend ça comme un chantier? Puis là, je dis le cancer, mais c'est pas nécessairement juste le cancer. Et de dire, là, on a comme objectif on se donne un objectif sur l'espérance de vie chiffrée, on explique pourquoi les données, ou on explique qu'on veut augmenter le taux de rémission de Y. Écoutez, ça fait très peur parce que la recherche, c'est très imprévisible, mais il faut expliquer c'est quoi l'objectif. Parce que là, on est dans une aspiration qui est trop abstraite pour un citoyen en santé.
Et donc, il va juste dire, je vais attendre que les autres trouvent les résultats, puis on achètera les petites pilules après. Okay? Alors que si on change, puis on dit, non, non, le Québec a déjà une espérance de vie plus élevée que plusieurs régions de l'OCDE, génial, ce n'est pas suffisant. Et on veut améliorer, mais il faut des objectifs chiffrés que franchement, je mettrais que ça ne soit pas partisan, d'accord, mais que ça soit assumé par les différents gouvernements. Et là, on peut expliquer pourquoi les données sont un volet clé de ça, parce que fondamentalement, oui, il faut des données des gens qui ont certaines pathologies, mais il faut les données des gens en santé. Et ça, parce que peut-être qu'ils ne sont pas en santé, d'une part, c'est juste qu'on ne l'a pas encore décelé. Mais pour ça, il faut expliquer ça participe à quoi. Et je crois que c'est quelque chose. Donc, moi, je vous propose de l'acceptabilité à l'engagement, mais de l'engagement à l'ambition. Et moi, je mettais ambition citoyenne. Mais pour ça, il faut que ça soit crédible. Ce n'est pas juste des slogans, c'est pas juste. Il faut que le gouvernement l'assume comme ambition. Et ça soulève plein d'enjeux très difficiles pour les gouvernements parce que il y a des coûts associés à ça. C'est des choix de société fondamentaux. Plus fondamentalement, moi, je vous dirais, c'est quelque chose, c'est là où je suis en train de peut-être développer, puis c'est pas original, là, mais je suis en train de développer ma pensée là-dessus, puis ça dépasse la santé, c'est que nous avons absolument besoin de développer un optimisme rationnel ou raisonnable. Je n'ai pas encore choisi le. Et parce que le citoyen moyen, en fait, nous tous, une démocratie a besoin d'espoir. Parce que c'est un pari, la démocratie. Tu dis, on va discuter ensemble, on va prendre des décisions ensemble. Puis là, à un moment donné, il y a différents mécanismes. Puis là, il y a quelqu'un qui va être qui va orienter nos circonstances pendant quelques années. Ce n'est pas nécessairement la personne que j'ai choisie, mais ce n'est pas grave, j'aurai une chance la prochaine fois où je peux quand même diriger les choses. Mais il y a une confiance envers l'avenir. La démocratie dépend d'une confiance envers l'avenir. Si on n'a pas confiance en l'avenir, c'est le présent. Je veux gagner aujourd'hui parce que demain, ça n'existe pas. Et notre optimisme, il est amoché par 10 000 choses, et que ce soit crise environnementale, que ce soit la géopolitique, la polarisation. Et moi, il faut qu'on trouve le moyen d'ancrer, ce n'est pas de l'angélisme, mais un optimisme rationnel ou raisonnable. Et l'optimisme rationnel ou raisonnable, l'optimisme, en fait, il ne dit pas que les choses vont bien se passer. Ce qu'il croit, c'est que les choses peuvent mieux aller si on prend les bonnes décisions. Il y a une voie de passage. Et si on ne trouve pas les moyens d'ancrer ça, puis c'est vrai en démocratie, c'est vrai pour les données en santé, il faut se dire, non, regarde, ça va nous mener à quelque chose de mieux que maintenant. Il faut que ce soit crédible, que ce soit raisonnable et rationnel. Mais c'est tout à fait à notre portée. Mais en ce moment, il y a beaucoup de phénomènes et d'anxiété collective. Puis là, moi, je vous dirais, d'une part, c'est pas si pire que ça. Je ne dis pas que ça va bien, je dis juste que la peste noire au Moyen Âge, c'était capotant. La chute de Rome, c'était capotant. Je veux dire, le fait que l'humanité se sente complètement dépassée par son présent, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Et pourtant, quand on regarde l'arc, je dirais, de l'humanité, je ne vais pas citer Martin Luther King puis dire que the arc of history bends towards justice, je le pense, mais il reste qu'il y a du progrès réel parce qu'on est de plus en plus capable de mobiliser nos connaissances diverses. Mais pour ça, il faut que les gens croient que ça vaut encore la peine de le faire. Et dans cette perspective-là, les données en santé puis les données sur le cancer pour l'oncopole en direct, ça participe à des choses beaucoup plus larges par rapport à des enjeux de confiance. Comprendre que la confiance en santé, c'est cette dynamique particulière, la confiance individuelle joue un rôle plus important, que pour ces données-là, qu'elles aient une valeur, il faut miser sur d'autres mécanismes parce qu'il faut qu'on ait des données aussi de gens qui sont en santé. Et que d'une manière ou d'une autre, il faut comprendre que
il faut que ça soit aligné, si ce n'est pas les intérêts, mais aligné les ambitions. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Et que si on le fait, moi, je vous garantis qu'il n'y aura pas un changement de culture radical immédiat, mais que beaucoup des blocages ou des incompréhensions vont se lever. Mais à la base, pourquoi devrais-je me réjouir si mes données vont à la science? Et ce que je propose, c'est que dans cette question-là, il faut qu'il y ait un optimisme rationnel ou raisonnable, que ça va améliorer mes circonstances et celles de mes proches. Merci beaucoup. Merci. Ben, je vais prendre la parole si je peux. Puis, c'est bon, Maxime? Maxime, vous m'entendez? Oui, il y a un petit décalage. Oui, c'est beau, vas-y. Ça va. OK. OK. Mais merci beaucoup pour cet éclairage. Et puis, j'ai un retour. On t'entend bien. Il y a de l'écho. OK, c'est juste que j'avais de l'écho. J'allais faire la joke que le tabasco, j'en mets partout, plus c'est piquant et mieux j'aime. Et je ne regrette pas la conversation. En fait, je pense, Maxime, qu'il faut que tu coupes le son quand je parle parce que j'ai vraiment un écho, je suis désolée. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez toujours? Ouais, super. Donc, c'est ça. Donc, la joke, le tabasco, quand on veut, là, parce que plus c'est épicé, à mon avis, plus c'est meilleur. Et puis, on va vraiment comme chercher de la profondeur à travers ça. Merci pour le passage de acceptabilité à engagement, à ambition citoyenne. Ça va pas prendre longtemps à adhérer. Puis, je pense que l'ambition citoyenne, telle que tu l'as décrit, vient résoudre un petit peu ce paradoxe qu'on avait, What's in it for me. Là, je pense que c'est ça qui est quand même mentionné de différentes façons. Je vais pas utiliser mon droit de discussion trop longtemps. Je suis sûre qu'il y a plein de gens dans la salle qui veulent te poser des questions, mais j'en aurai peut-être deux ou trois. La première qui m'interpelle quand j'écoute comment tu décris l'ambition citoyenne, c'est comment on va réussir à réconcilier l'objectif collectif chiffré qu'on veut avoir, qui doit avoir une certaine dose de réalisme et d'optimisme, avec ce que tu as dit par ailleurs du message gouvernemental, qui est un message gouvernemental souvent négatif, un peu suspicieux, qui va mettre en doute notre capacité à y arriver. Donc, c'est comment est-ce qu'on résout ça quand j'ai l'impression que quand même dans la façon dont on va fixer cet objectif collectif, le gouvernement ou les décideurs ont un certain rôle à jouer. Le, le, je vais faire une analogie. Quand maintenant, il y a des règles européennes, puis il y a des règles maintenant qui sont importantes en Amérique du Nord, quand on va sur un site web, il faut accepter les traceurs, les cookies, OK? Puis, sérieusement, là, à moins, il y a peut-être, on fait tous tout accepter ou tout refuser, mais je veux dire, on ne se pose pas de questions, Eva, OK? On s'en fiche parce qu'on croit que ce n'est pas grave. Ironiquement, si le gouvernement nous pose une question, il le présente en disant donc la présentation est hostile. Et donc, il y a quelque chose ici dans, je ne veux pas dire que c'est du marketing, mais comment on communique avec le citoyen. En gros, c'est que le privé nous dit regardez, c'est pas grave, là, puis il y a un gros bouton bleu. Et le gouvernement dit non, écoutez, c'est vraiment grave, puis tu ne devrais pas. J'exagère, mais il y a de ça, il y a dans la manière. Aussi, si les dividendes, là je prends un terme financier, là, mais si les retombées sont concrètes, et là, ici, je n'ai pas la solution, là, mais si on dit, écoutez, si vous participez à ça, là, et il y a tel fonds d'investissement du Québec, puis à partir de maintenant, vous recevez 4 parts par année, et ça peut être symbolique. Ça n'a pas besoin d'être, mais c'est concret. Puis là, dire, écoutez, on va protéger votre investissement, on a une responsabilité fiduciaire envers vous. Là, je parle d'argent, ce n'est pas le seul mécanisme, mais parce que je pense que la plupart des gens ne sont pas motivés par l'argent. C'est juste que l'argent, c'est concret.
Mais si ça disait tel médicament, si vous participez, ça garantit que votre assurance médicaments est affectée de telle manière. Je ne sais pas, ici, je ne suis pas assez expert là-dessus, mais il faut qu'il y ait un gain concret et il y en a qui vont encore refuser, d'accord? Mais il y en a plusieurs qui vont se dire c'est peut-être juste le petit changement de comportement ou peut-être la petite rationalisation qu'ils vont se donner. Et donc, moi, je fais probablement un mécanisme de gain personnel et de générosité. Genre, chaque personne qui signe, vous avez une part dans, je ne vais pas créer une nouvelle agence, là, mais disons, dans tel fonds. Et par ailleurs, il y a 2 parts qui vont à quelqu'un de défavorisé. Je ne sais pas le mécanisme, mais je ferais un mélange de gain et de générosité pour que les gens se sentent bien et raisonnables de le faire. Moi, je fais beaucoup de philanthropie, beaucoup de sollicitations philanthropiques et mes donateurs donnent avec générosité et avec raison. Fiscalement, ça marche. Le mélange des deux est extrêmement puissant. Il y a un gain personnel et il y a la générosité. Si on était capable de construire la participation à la donnée comme ça, qu'il y a un petit gain personnel qui s'accumule, là ensuite il y a différents mécanismes financiers, et qu'il y a de la générosité, bien, je vous garantis que les gens vont en parler de manière hybride. Ils vont dire c'est une affaire de cœur et de raison. Mais donc, moi j'irais comme ça pour les mécanismes, en particulier en santé. Je pense que ça marcherait dans d'autres sphères, mais que pour la santé, je pense que ça serait un endroit où il y aurait une acceptabilité, engagement et ambition assez facile à établir. Non, super intéressant. Puis c'est un peu, on a beaucoup parlé d'un contrat social qui doit s'établir, mais ce que j'entends, c'est une sorte de personnalisation de notre contrat social. Il va être comme un peu différent à tout à chacun. Puis il faut qu'il ait ces 2 composantes. Puis c'est là aussi où ça va peut-être demander de s'adapter un petit peu, dépendamment de est-ce que je suis plus cœur, est-ce que je suis plus raison, mais il faut qu'on soit capable de trouver les 2. Quant à l'incitatif ou l'objectif commun, on dit suffisamment que notre système de santé va mal que, tu sais, on pourrait s'engager sur combien d'énergie on veut mettre dedans puis viser cette target-là. Là, ça exprime très bien en pourcentage d'impôt, mais ça, on ne fera pas cette discussion maintenant, mais en tout cas, ça me donne des idées qui sont comme faciles à explorer. Comme le temps file, je vais poser ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est doyen d'une faculté, donc il y a une responsabilité de formation d'étudiants. Je trouve qu'on a souvent noté un décalage entre comment est-ce que en fait on enseigne une spécialité, une spécificité, une discipline à nos étudiants, comment on les expose peut-être trop peu à ce genre de réflexion et de discussion. Ta réflexion à toi avance à la vitesse de la lumière. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit la même chose et puis qu'on ait un enseignement qui intègre, en tout cas qui soit proactif dans ce genre d'énoncé. Là, je vais vraiment m'auto-censurer parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Je ne vais pas prendre tout le temps là-dessus. Là. Puis là, je vais aller bref, puis là, d'autres tabasco. Il y a quelque chose qui est vrai partout, mais qui est un peu plus vrai au Québec qu'ailleurs. La logique des ordres professionnels et des agréments fait qu'il y a de plus en plus une baisse de la liberté dans les choix. Là, je parle des étudiants. À chaque fois qu'on fait une réforme de programme, on ajoute des compétences, des contraintes, des connaissances, mais on n'en enlève jamais. Ça m'inquiète comme éducateur. Là, ça n'a rien à voir avec la santé. Là. On devrait former des êtres humains. Les êtres humains, ils sont curieux, ils doivent nourrir leur curiosité, leur appétit, leur intérêt. Et donc, je vais donner un exemple. J'essaie d'augmenter l'apprentissage des langues
pour les étudiants de la Faculté des arts et des sciences. Ça ne sera pas obligatoire, là. C'est un exemple. Et quand j'en parlais avec différents départements, ils me disaient « Ah oui, c'est vrai, parce que l'anglais, c'est super important. » Puis je dis « Ben oui, mais je m'en fiche. Comme, je serais aussi excité qu'ils apprennent le grec ancien, le catalan, l'inou. Est-ce qu'on a une vision expansive de c'est quoi un être humain? Et je trouve que dans beaucoup de nos programmes, Faculté des arts et des sciences, je dois dire, on a un projet humaniste qui est plus facile à porter, là, parce que j'ai toutes les disciplines de sciences humaines, sciences sociales et sciences naturelles. Donc, c'est plus l'acceptabilité puis l'ambition humaniste est plus facile à porter qu'ailleurs. Mais il faut qu'on augmente la liberté non instrumentale. Donc, dans nos programmes, là, ce n'est pas une révolution, là. Est-ce qu'on peut ajouter un cours au choix, mais qui ne doit pas être fait en lien avec les besoins utilitaires du programme? On devrait se réjouir qu'il y ait des étudiants d'informatique qui prennent des cours d'histoire de l'art. Puis on ne devrait pas avoir à le justifier. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me fâche beaucoup. J'essaie de le faire, puis c'est très difficile. Juste augmenter un peu les marges de liberté dans nos choix de cours. Puis ça, j'essaie, comme je suis doyen, là, je sais que je vais faire des gains, là, mais ça sera peut-être même pas visible. Mais est-ce que nos étudiants peuvent explorer leur humanité au-delà de l'utilité? Et ça, c'est un grand combat. Puis comme, tu sais, je veux dire, la Révolution tranquille a été faite par des gens qui parlaient latin. C'est pas... Donc, à un moment donné, l'apprentissage par compétence, je veux bien, oui, mais à un moment donné, ça a le dos trop large, puis ça devient une vision où on a perdu de vue que c'est des êtres humains riches qu'on doit former. Ensuite, ça peut se spécifier d'autres manières, mais moi comme éducateur, je pense que l'urgence, c'est la liberté. C'est qu'on a réduit la liberté puis les horizons de nos étudiants de réforme en réforme, et que quand on va dans le sens contraire, on se fait critiquer. Alors que l'intelligence artificielle, on ne la battra pas par notre vitesse de calcul. On va la battre parce qu'on va être des êtres humains beaucoup plus complexes et riches. Et ça, c'est le défi pour moi des prochaines décennies. J'ai déjà parlé trop longtemps, je m'excuse. Il y a une question en salle. Carole, si... Oui, c'est bon. Moi, je laisse la parole. Je te remercie et je laisse la parole à la salle, à Maxime et à Cécile. Merci beaucoup. Non, là, mon petit, pour les conférences magistrales que j'ai vues depuis un bout de temps. Je suis un patient partenaire, je pense à toutes ces questions-là depuis plusieurs années. Et puis, c'est comme un casse-tête, en fait, puis vous avez réussi à mettre tous les morceaux ensemble. Je trouve ça admirable. Quand vous parlez d'acceptabilité qui s'en va à l'engagement, à l'ambition, j'étais en fin de semaine avec des copains, j'essayais de leur expliquer l'importance des données de partage au niveau de la recherche. J'ai été dans ce domaine-là pendant longtemps, avant de prendre ma retraite. Et puis, je ne trouvais pas la façon d'arriver à dire, OK, c'est quoi le bienfait? Parce qu'on me demande, c'est quoi à court terme? Qu'est-ce que j'en ai de donner mes données? Et puis, je leur ai dit, finalement, ça se résume un peu à ce que vous avez comme ambition citoyenne. Moi, je leur ai dit, c'est votre responsabilité citoyenne. J'allais jusqu'au mot responsabilité. Maintenant, il y a des étapes à franchir avant d'arriver là, pour les convaincre que c'est une responsabilité. Mais je pense qu'il va falloir faire ça. Exactement, je regardais tantôt, c'est écrit compost, cette petite chose-là. Il y a 25 ans, il y en a qui tiraient ça par les fenêtres de voiture, etc., etc. Puis collectivement, ça a pris du temps, peut-être pas mal trop de temps, mais on est venu conscient qu'on en voit de moins en moins, il y en a encore des exceptions, mais collectivement, on a pris conscience de l'importance de ça, puis c'est une responsabilité citoyenne de ne pas lancer notre chose, puis de faire du compost, puis du recyclage, puis etc. Je pense que c'est un peu similaire à ça, mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée, à un moment donné, essayer d'incruster dans la tête des gens que c'est une responsabilité citoyenne de partager les données? Je suis convaincu qu'il ne faut pas avoir peur de moraliser. Donc, la question de responsabilité, je ne pense pas que ça soit suffisant. Et moi c'est vraiment parce que si ça tombe dans la culpabilité, les gens décrochent. Et donc, c'est pour ça que j'utilise le mot ambition. C'est que là, ensuite, responsabilité puis ambition, là,
Mais en fait, je suis convaincu qu'il faut la responsabilisation, les notions de devoir, mais qu'il faut une aspiration positive. Ah oui, absolument. Et parce que les gens répondent à différentes choses. Donc, il y en a qui, si on dit faut arrêter de polluer la planète, il y a plein de monde qui n'écoute plus. Si on dit on veut être, disons, la province la plus électrifiée, bien, il y en a qui vont réagir à ça positivement. Donc, il faut un mélange de responsabilisation, mais je crois vraiment qu'il faut aussi l'ambition chiffrée. C'est pas juste, il ne faut pas qu'on vire en Elvis Gratton, là. C'est pas c'est une ambition, c'est dire là, on veut que le Québec, là, puis c'est pour ça, Carole, moi, je ne parlerais pas que le système de santé est en mauvais état lié à ça. Parce que dire, il faut qu'on répare notre. Je comprends, ça fait pas rêver. Peut-être que le problème, c'est l'IMPALA, tu sais. Alors que si tu dis non, nous, on veut que le taux de rémission au Québec soit plus élevé que l'Union européenne. Je ne sais pas c'est quoi le bon comparatif, mais puis voici notre fin. On ne promet pas qu'on va y arriver, mais on promet qu'on va s'en rapprocher. Ouais. Puis ça va dire, OK, ça, je peux. C'est qu'on n'est pas dans le fatalisme. Alors que juste la responsabilisation, on le voit pour l'environnement, il y a des jeunes qui, pas juste des jeunes, il y a des gens qui décrochent parce qu'ils sentent la responsabilité, mais ils ne croient pas que ça va marcher. Et donc, il faut les deux. Ouais. Je ne le voyais pas, en fait, je ne le voyais pas réellement comme un changement par rapport à l'ambition citoyenne. Hein. Je le voyais comme une c'est un volet. Pour moi, c'est un volet. Ouais. Okay. Je vais me permettre, merci. Alors, je ne sais pas si tu veux faire un mot de la fin. Je pense que ça démarre très bien les discussions. Oui, non, c'est fantastique. Moi, j'ai déjà dit un grand merci. C'est super d'accord que l'ambition doit être positive et nous entraîner en quelque part qui est optimiste. Et voilà. Non, vas-y, Maxime, je te laisse aller. Merci énormément. Ça conclut la première intervention avec notre premier conférencier. Très enthousiaste par ce que vous avez dit. Puis pour répéter ce que M. Guillouin a dit, c'était ça met des morceaux en place aussi, une vision très intéressante. On invite, oui.